quelque chose a dépassé les étoiles au-dessus de Mars. Octobre 2025. Alors que les caméras nocturnes de Persévérance capturent un éclair stupéfiant à 60 km par seconde, correspondant à la vitesse, et au moment du survol historique de Mars par le visiteur interstellaire 3i divisé par Atlas. Les orbiteurs martiens prévus s'éteignent, et les images brutes sombrent dans le silence. Puis, des rapports non confirmés faisant état de multiples objets rapides et d'un mystérieux flash vert mettent le monde scientifique en émoi. Les premières images du survol de Mars laissaient entrevoir quelque chose d'étrange, un comportement qu'aucune comète connue ne devrait présenter, et les publications de données officielles se sont arrêtées juste au moment où les réponses comptaient le plus. Que s'est-il passé dans ces images manquantes, et ces indices pourraient-ils réécrire ce que nous savons des visiteurs interstellaires? Le 2 octobre 2025, Stephen Burns, une figure bien connue dans le monde de l'astronomie amateur, publie un timelapse de 9 minutes du ciel nocturne provenant des archives d'images RAW de Persévérance. La séquence, assemblée à partir d'une série d'images consécutives, montre une unique traînée fine comme un rasoir qui traverse le paysage stellaire martien. La vitesse apparente, 60 km par seconde, se démarque immédiatement, dépassant de loin tout météore, satellite ou artefact de rayons cosmiques habituellement observés dans les données des rovers martiens. À titre de comparaison, la sonde solaire Parker de la NASA, l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme, atteint 192 km par seconde, mais seulement à son périhélie, au plus profond du puits de gravité du Soleil. Ici, la traînée maintient une vitesse constante à la distance de Mars, où de telles vitesses sont réservées aux voyageurs interstellaires. La méthodologie de Burns est méthodique. Il superpose les images brutes à un catalogue d'étoiles fixes, calibre l'échelle de la plaque en utilisant les séparations stellaires connues et vérifie la cohérence de chaque horodatage. Le mouvement de la traînée est mesuré image par rapport aux étoiles de fond, excluant ainsi tout artefact de caméra fixe ou impact de rayons cosmiques. Après avoir corrigé les pertes d'images et vérifié avec les cartes du ciel public, il publie l'ensemble des données et invite la communauté à reproduire sa découverte ou à la réfuter. Le résultat est une vague virale. Des dizaines de milliers de personnes téléchargent les images, relancent l'empilement et débattent pour savoir si la traînée est réelle, un artefact ou quelque chose d'encore plus étrange. La réputation de Burns pour sa rigueur technique et son scepticisme ajoutent du poids à sa divulgation. Il s'empresse de souligner la nécessité d'une réplication externe, exhortant les autres à ne pas tirer de conclusions extraordinaires avant que l'origine de la traînée ne soit confirmée de manière indépendante. Le calcul est clair. Si la vitesse mesurée de 60 km par seconde se confirme, la trajectoire correspond presque exactement au mouvement céleste prédit pour 3i divisé par Atlas. Mais le fardeau de la preuve se déplace maintenant vers l'extérieur. La communauté amateur relève le défi. Quelqu'un d'autre peut-il reproduire l'anomalie ou se dissoudra-t-elle sous un examen plus attentif? Les forums en ligne s'enflammant dès que le timelapse de Burns est rendu public. En quelques heures, des centaines d'analystes indépendants téléchargent les images de Persévérance, impatients de reproduire ou de démanteler la traînée de 60 km par seconde. Le débat se fragmente rapidement. Certains rapportent un succès, empilant les images avec des scripts personnalisés. Ils affirment repérer non seulement la trace principale, mais aussi des indices de seconds objets rapides dans les données du 3 octobre. D'autres, utilisant des pipelines alternatifs, ne voient que du bruit. Les accusations de surajustement et de chasse aux artefacts fusent de part et d'autre. À 03 UTC, un bref flash vert apparaît dans l'animation d'un groupe. L'anomalie au niveau du pixel déclenche une cascade de spéculations. S'agit-il d'un véritable événement d'émission ou simplement d'un impact de rayons cosmiques amplifié par un empilement agressif? Des équipes rivales dissèquent les canaux de couleurs, débattant du calibrage et des réglages des filtres. Certains insistent sur le fait que le flash vert est chimiquement plausible, une raie d'émission cométaire. Les détracteurs rétorquent que l'atmosphère ténue de Mars et les particularités du capteur de la caméra rendent de tels flashs plus susceptibles d'être des fantômes numériques que des phénomènes réels. Le manque d'images brutes et non traitées ne fait qu'approfondir l'incertitude. Sans accès aux fichiers FITS originaux et à la télémétrie de la caméra, chaque affirmation est provisoire. Les tests statistiques de rapport signal divisé par bruit
de cohérence d'une image à l'autre et de rejet des rayons cosmiques deviennent des champs de bataille. L'absence de publication officielle des données, pas de déversement rapide des pipelines, pas de script de calibrage, alimente la suspicion. Est-ce simplement le retard normal des campagnes de cibles mobiles ou quelque chose de plus délibéré? La frustration de la communauté grandit. Certains exigent un arbitrage institutionnel, poussant la NASA ou l'ESA à intervenir pour régler les différentes techniques. D'autres redoublent d'efforts dans l'analyse open source, publiant leurs codes et leurs empilements intermédiaires dans l'espoir d'une validation participative. La réalité du signal reste en suspens, son sort étant désormais lié à la capacité des prochaines campagnes des orbiteurs martiens à fournir des images décisives et vérifiables de manière indépendante. Pendant une brève fenêtre début octobre, Mars est devenu le meilleur point d'observation du système solaire pour un visiteur interstellaire. 3 orbiteurs, MRO avec IRIS, le Trace Gas Orbiter de l'ESA avec Cassis et Mars Express avec HRSC, ont tous été chargés de capturer 3i divisé par Atlas à 29 millions de kilomètres. C'est environ 75 fois la distance de la Terre à la Lune. Un gouffre si vaste que même la caméra la plus nette sur Mars, IRIS, ne verrait l'objet que comme une petite tache. Sa meilleure résolution possible s'étendait à des dizaines de kilomètres par pixel. IRIS, conçu pour repérer des rochers sur les pentes martiennes, n'avait jamais été pointé vers une cible se déplaçant aussi rapidement ou aussi loin. Ces séquences d'imagerie ont été reprogrammées pour le survol en utilisant des données d'éphémérides mises à jour pour pointer le champ de vision étroit en avant de la trajectoire prédite. Chaque exposition était un pari calculé. Viser trop tôt et l'objet serait hors du cadre, trop tard, et il disparaîtrait parmi les étoiles de fond. Cassis, construit pour l'imagerie couleur et l'analyse des jets, a préparé une série d'expositions à 4 bandes, espérant capturer non seulement le noyau, mais aussi tous les fragments ou jets à la traîne. La caméra HRSC de Mars Express, avec sa large fauchée et sa couverture multibande, a été chargée de scanner la structure grossière. Pouvait-elle distinguer un noyau unique d'un amas ou repérer un jet dirigé vers le Soleil contre l'éblouissement? La campagne a nécessité une coordination méticuleuse. Le plan d'observation de chaque orbiteur dépendait des prédictions précises de JPL Horizon, mises à jour quotidiennement à mesure que la trajectoire de 3i divisée par Atlas s'affinait. Les engins spatiaux eux-mêmes ont dû dévier de leurs pointages habituels au nadir, parfois de plusieurs degrés, pour suivre une petite tache mobile dans le ciel profond. Les limitations à bord signifiaient qu'il n'y avait pas de suivi en temps réel. Chaque image était un instantané reposant sur la précision de calcul de dernière minute. Pour les objets à des distances interplanétaires, même une erreur mineure dans les éphémérides pouvait signifier un échec total. À l'approche du survol, les équipes des instruments ont jonglé avec des priorités concurrentes, maximisant le temps d'exposition, minimisant la contamination par les rayons cosmiques et exploitant la précieuse bande passante pour une liaison descendante rapide. Chaque image serait scrutée pour déceler des indices de structure. 3i divisé par Atlas était-il un corps solide unique, un amas lâche de fragments ou quelque chose de plus étrange? À cette distance, seules des caractéristiques de plusieurs dizaines de kilomètres pouvaient être résolues. Les bandes de couleurs, si elles étaient capturées, pourraient révéler des empreintes chimiques, de larges traînées vertes, bleues ou rouges, suggérant une composition exotique. Les enjeux étaient élevés. Avec les télescopes terrestres aveuglés par l'éblouissement solaire, les orbiteurs de Mars détenaient la seule fenêtre de visibilité claire. L'attente était simple. Si quelque chose d'inhabituel se produisait, fragmentation, jets, compagnons, ces images seraient les premières à le montrer. Toute la campagne était une course contre la géométrie, le mouvement et le temps. Pas d'image brute. C'est la phrase qui résonne dans toutes les discussions alors que les jours s'écoulent après le survol de Mars. Normalement, les données des orbiteurs martiens, en particulier celles d'événements majeurs, arrivent dans les archives publiques quelques jours après la liaison descendante, au moins sous forme non calibrée. Cette fois, rien. Ni de IRIS, ni de Cassis, pas même les images d'aperçu rapide de routine de Mars Express. Le silence est absolu, rompu seulement par des mises à jour de statut, laissant entendre un travail de calibrage et d'assurance qualité en cours. Au sein du JPL, les équipes d'imagerie font face à un autre type de pression. Le défi n'est pas seulement une question de bande passante ou de retard bureaucratique. Il s'agit du risque de publier des images truffées d'impacts de rayons cosmiques, de pixels chauds non corrigés
ou d'empilements mal alignés qui pourraient être confondus avec de vrais fragments ou jets. Pour une cible mobile comme 3i divisé par Atlas balayant le ciel à 60 km par seconde, les pipelines de traitement standard ne fonctionnent plus. La correction du champ plat, la correction géométrique et le calibrage radiométrique doivent tous être repensés. Même les meilleurs filtres de rejet des rayons cosmiques, réglés pour les paysages martiens à mouvement lent, peinent à séparer une véritable traînée interstellaire d'une particule chargée parasite. Le responsable de l'imagerie du JPL, s'exprimant sous le poids de l'attention publique, décrit le processus comme une course contre l'erreur et les attentes. Chaque image doit être vérifiée pour la dérive d'enregistrement. Les éphémérides prédites correspondaient-elles au ciel réel? Un rayon cosmique ou une particule solaire a-t-il laissé une traînée unique qui pourrait être interprétée à tort comme un objet compagnon? Pour cette campagne, même l'acte d'empiler des images, une étape de routine, devient un champ de mine. Un mauvais alignement d'une fraction et les artefacts se multiplient. Un empilement trop agressif et de faibles caractéristiques réelles pourrait disparaître. Les enjeux sont clairs, publiés trop tôt, et un fantôme numérique pourrait déclencher une frénésie mondiale, attendre trop longtemps, et les accusations de dissimulation se multiplient. L'équipe de calibrage avance image par image, recoupant le mouvement prédit de la cible avec les traces de pixels réels, signalant les anomalies pour un examen manuel. Chaque fragment candidat, chaque flash étrange est enregistré, débattu, puis soit écarté, soit remonté à un niveau supérieur. Personne au JPL ne prétend que ce retard est satisfaisant. La réalité est un goulot d'étranglement de prudence qui place l'intégrité scientifique avant la vitesse. Alors même que le monde attend, la prochaine publication de données devra répondre à plus qu'à de la simple curiosité. Elle devra déterminer avec des preuves si les caméras de Mars ont capturé un noyau unique, un amas de fragments ou quelque chose qui exige un nouveau type d'explication. La lueur verte d'une comète vue à des millions de kilomètres est généralement un cas simple. Le dicarbone, ou C2, émet une signature verte brillante lorsque la lumière du Soleil brise ses liaisons moléculaires, un processus si fiable que les chasseurs de comètes l'utilisent comme une carte de visite chimique. Dans le cas de 3i divisé par Atlas, l'histoire se complique. Des rapports de la fenêtre de survol de Mars font état d'un flash vert fugace capturé à 0,3 UTC dans certains des empilements d'images de Persévérance. L'implication est simple. Si le flash est réel, cela devrait signifier que le dicarbone est présent et actif dans la chevelure. Mais les premiers spectres provisoires de Mars Express et de TGO suggèrent le contraire. Les bandes d'émission de C2 attendues sont faibles, voire absentes, remplacées par un mélange volatile riche en dioxyde de carbone et appauvri en chaîne de carbone classique. En termes de laboratoire, un flash vert sans dicarbone est une contradiction. La physique cométaire standard n'a pas de réponse facile pour un spectre qui brille en vert mais qui manque des bandes de Swan à 506 et 563 nanomètres. Si la couleur est authentique, cela exige un nouveau mécanisme ou un nouveau contaminant à l'œuvre. Les spectroscopistes, formés à traquer les faux positifs, appellent à la prudence. Sans spectre calibré et synchronisé, lié au moment exact du flash signalé, le paradoxe chimique reste non testé. Le vert était-il un véritable événement d'émission ou un artefact numérique provenant de l'empilement et de la correction des couleurs? Jusqu'à ce que les données brutes des orbiteurs martiens soient publiées, la seule façon de résoudre la contradiction est avec des spectres directs et vérifiés par les instruments. La prochaine série de publications devra montrer pixel par pixel si la chimie de 3i divisée par Atlas peut réellement enfreindre les règles. Les données spectrales de la campagne martienne arrivent comme un défi à la science cométaire classique. Les premiers rapports de l'équipe de Mars Express mettent en évidence une empreinte d'émission dominée par le nickel et non par le fer, une inversion de ce que montrent les comètes du système solaire. Les raies du nickel, habituellement faibles ou noyées par celles du fer, dominent maintenant le spectre. Les chimistes planétaires, en examinant les ratios, notent que rien dans les modèles de formation standard ne prédit cet ordre d'abondance. L'anomalie ne s'arrête pas aux métaux. Les instruments du Trace Gas Orbiter signalent un mélange volatile où le dégazage de dioxyde de carbone domine celui de la vapeur d'eau d'un ordre de grandeur. Pour une comète qui se réchauffe près du Soleil, l'eau est censée être en tête. Ici, le dioxyde de carbone est roi, l'eau étant presque absente. La géométrie des jets ajoute une autre complication.
Les images des orbiteurs martiens, même à leur échelle grossière, montrent un panache non pas s'éloignant du Soleil, mais jaillissant vers l'avant, une antiqueux, dirigée vers le Soleil et nettement définie. Ce jet décroît si abruptement que les modèles de poussière peinent à l'expliquer. La classique queue large en éventail est absente. Au lieu de cela, le bord d'attaque du panache est net, le gradient de luminosité anormalement raide. Les équipes effectuant des simulations dynamiques estiment que seul un noyau très grand et très dense pourrait soutenir un tel panache sans être mis en pièces par la rotation ou dévié de sa trajectoire. Les équipes de suivi calculent la masse de l'objet en surveillant toute accélération non gravitationnelle, de minuscules poussées dues au jet ou à un dégazage inégal. Pour 3i divisé par Atlas, la réponse est le silence. Même avec une activité visible, sa trajectoire épouse presque parfaitement l'arc gravitationnel prédit. La limite inférieure implicite de sa masse est de 10 milliards de tonnes, plus proche d'un astéroïde que d'une comète. Chaque bizarrerie est enregistrée, débattue et ajoutée à un dossier croissant. Les modèles naturels sont poussés à leurs limites pour expliquer la chimie, la dynamique, la masse pure. Les enjeux augmentent alors que la communauté scientifique se demande si ces signatures indiquent un objet qui réécrit simplement les règles des comètes, ou quelque chose qui ne peut pas du tout être considéré comme naturel. Avi Loeb, connu pour repousser les limites de la recherche interstellaire, entre dans le débat avec un calcul provocateur. Son équipe exécute des modèles orbitaux, remontant la trajectoire de 3i divisée par Atlas sur des décennies pour voir si elle pourrait coïncider avec le fameux signal « WOW ». De 1977, l'émission radio de 72 secondes à 1420 MHz, l'arrêt de l'hydrogène. En utilisant JPL Horizon et des simulations de Monte-Carlo, ils estiment la probabilité d'une telle coïncidence de position dans le ciel à environ 0,6%. C'est rare, mais pas impossible. L'arrêt de l'hydrogène a un poids particulier dans les cercles du SETI. C'est la fréquence la plus susceptible d'être utilisée pour la signalisation interstellaire. Le groupe de Loeb soutient que si un objet méritait un suivi radio ciblé, c'est bien celui qui passe par les coordonnées du signal WOW et se déplace à une vitesse interstellaire. Les chercheurs du SETI, prudents comme toujours, soulignent les écueils, l'incertitude positionnelle, l'immensité du ciel et le risque de raisonnement a posteriori. Pourtant, la spécificité d'un signal à bande étroite sur l'arrêt de l'hydrogène reste l'étalon nord de l'artificialité. La nature n'émet pas sur un canal aussi étroit. Avec 3i divisé par Atlas maintenant derrière le Soleil, la question demeure. La prochaine fenêtre radio révélera-t-elle autre chose que le silence? Après le 29 octobre, 3i divisé par Atlas passe derrière le Soleil, entrant dans une zone d'occultation qui aveugle les observateurs terrestres et martiens. Pendant les 5 prochaines semaines, aucun télescope ne peut suivre sa position, sa luminosité ou l'évolution de sa structure. Ce n'est pas une interruption inhabituelle. Le périhélie entraîne toujours une pause forcée, dictée par l'éblouissement du Soleil et les limites strictes des protocoles de sécurité des engins spatiaux. Tout au long du mois de novembre, les planétologues, les astronomes amateurs et les partisans de la recherche de technosignatures surveillent le calendrier, attendant début décembre, lorsque l'objet réapparaîtra enfin dans le ciel de l'aube. 4 mesures clés dominent la liste de surveillance: la luminosité globale, la trajectoire par rapport aux étoiles de fond, la morphologie de la queue ou des jets et les empreintes spectrales. Chacune sera examinée pour déceler des changements. L'objet s'est-il fragmenté, s'est-il estompé ou a-t-il changé de cap? La prochaine fenêtre est brève mais décisive. La vérification dépendra de ce qui émergera de cette ombre solaire et si les données correspondront aux prédictions ou approfondiront le mystère. Trier le signal du bruit commence par une échelle simple. À la base, la répétabilité, les caractéristiques authentiques, qu'il s'agisse de traînées, de flashs ou de compagnons, doivent apparaître dans des empilements indépendants avec des horodatages et des éphémérides correspondant d'une équipe à l'autre. Les artefacts, en revanche, disparaissent lorsque les pipelines de traitement changent ou que le calibrage est modifié. Ensuite, la confirmation multibande. Un objet réel devrait être enregistré dans plus d'un filtre ou longueur d'onde avec des rapports de couleurs qui ont un sens physique. Les artefacts vacillent souvent dans un seul canal ou changent de couleur sous un traitement différent. Au-dessus de cela, les caractéristiques géométriques et dynamiques. Les vrais compagnons devraient se déplacer en parallèle, être traçables par rapport aux trajectoires prédites
et maintenir une séparation constante, sans jamais sauter ni s'estomper avec l'ordre d'empilement. L'échelon supérieur, la manœuvre ou la structure, mouvement délibéré, radio à bande étroite ou géométrie répétitive. Il est presque impossible pour la nature de simuler de telles choses. Chaque affirmation gravit cette échelle, faisant face à des tests de plus en plus difficiles à chaque étape. Le fardeau de la preuve augmente avec l'affirmation. Le tableau de pointage est ouvert. Marquez chaque anomalie, exigez des preuves et laissez les faits parler. Chimiquement, 3i divisé par Atlas défie les modèles de comètes. Son ratio nickel divisé par fer, sa composition riche en dioxyde de carbone et son panache massif dirigé vers le Soleil se distinguent tous. Pourtant, les preuves les plus critiques restent hors de la vue du public. La trajectoire projetée de l'objet chevauche l'emplacement du signal WOW de 1977 avec une probabilité calculée de 0,6%, mais aucune détection radio indépendante n'a encore émergé. Alors que 3i divisé par Atlas approche de son périhélie et d'une période d'occultation pour les observations, les faits exigent patience et rigueur. Jusqu'à la prochaine publication de données, le mystère demeure. Nous avons un puzzle interstellaire, une pile d'anomalies et aucune réponse confirmée. Seulement les preuves et ce que nous en ferons ensuite.